Alors, les astronomes actuellement, ils sont toujours en train de chercher des planètes où la vie peut apparaître. Et ils ont des critères, hein, c'est-à-dire des zones à une certaine distance de l'étoile qu'ils observent, des zones où les planètes pourraient être à une distance et à un éloignement de leur Soleil qui soit tel qu'il puisse y avoir les conditions de la vie. Alors après, quelles sont les conditions de la vie? Et là, je vais faire une réponse un peu curieuse, qui est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est les conditions de la vie, c'est créé par la vie. C'est-à-dire c'est la vie qui a créé les conditions de la vie. Alors l'atmosphère, ce n'était pas du tout l'atmosphère actuelle au moment où la Terre s'est formée. Là, il y a un graphique que vous voyez là sur l'oxygène, la pression partielle d'oxygène, on va dire, en gros, c'est le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère. Et vous voyez que pendant tous les milliards d'années, hein, les giga-années, c'est les milliards d'années, ça a mis beaucoup de temps à monter, hein, puisque au début, on est à très peu. Après, on va être de 2 à 4%. Hein, ça, c'est entre il y a 2 milliards et il y a 1 milliard et 2 milliards d'années. Avant, on était encore moins. Et c'est seulement dans le dernier milliard d'années que la composition de l'atmosphère s'est franchement modifiée. Et c'est la période aussi où la vie s'est vraiment développée de manière très très importante et s'est complexifiée avec les premiers organismes multicellulaires et l'explosion de la vie au début dans les océans et après en surface des océans avec les algues, le plancton si vous voulez, les algues du plancton qui produisent de l'oxygène. Et puis après, la colonisation de la Terre par la vie, avec la naissance des arbres et la naissance des animaux. Alors c'est les animaux d'abord, les arbres après. Et après, vous voyez que ça a donné, il y a à peu près 500 millions d'années, ça a donné des taux d'oxygène qui étaient probablement supérieurs à l'actuel. Et après, ça a redescendu. Alors, il y a 3,9 milliards d'années, donc quand on remonte il y a très très longtemps, il y avait beaucoup de vapeur d'eau et de gaz carbonique. C'est-à-dire qu'il y avait un effet de serre absolument dément. L'eau s'est condensée en partie et ça a formé les mers. Et il y a une partie du gaz carbonique qui a pu se dissoudre dans la mer, ce qui a formé tous les calcaires. Et la température était encore une belle fournaise avec sûrement près de 200 degrés et une grosse. Ils vont se différencier en plantes, en champignons et animaux. Et les animaux et végétaux vont venir sur les continents. Alors, qu'est-ce qui se passe sans la vie? Alors, il y a une équipe russe qui était centrée sur l'université de Saint-Pétersbourg, composée de Viktor Gorchkov et Anastasia Makarieva. Alors, ils ont un site qui s'appelle bioticregulation.ru, qui est assez intéressant, qui est en anglais, et en russe évidemment. Et ils ont étudié quels étaient les états stables des planètes, de la Terre en particulier, aux distances dites vivables par les astronomes. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a 2 états stables pour la Terre qui sont possibles. C'est un état stable avec effet de serre dominant, c'est-à-dire la température qui monte, les sols qui s'assèchent, qui se transforment en désert, la mer qui s'évapore jusqu'à disparaître, et la température d'équilibre, ce serait de l'ordre de 400 degrés. Et à cette température-là, l'eau est impossible, quelle que soit la pression. Alors Vénus, c'est 450. Donc,
un état stable possible pour la Terre, c'est Vénus, on peut dire. Et il y a un autre état stable possible, c'est l'état de glaciation, c'est-à-dire si la mer gèle, à ce moment-là, il y a une forte réflexion de la lumière solaire et donc la température décroît. Et là, on a une température d'équilibre à moins 85 degrés. On n'est pas loin de Mars, sauf que sur Mars, il n'y a presque pas de glace, quoi. Donc les deux états stables possibles, c'est ça. Et c'est la vie qui est vraiment responsable de la vie. Et avec le cycle du carbone. Alors bon, le cycle du carbone, je vous ai mis l'équation de la photosynthèse, qui est un peu compliquée. Hein, c'est 6 molécules de gaz carbonique, 12 molécules d'eau, plus de l'énergie des photons, de l'énergie lumineuse. Et avec ça, on fait une molécule de glucose, qui va être un des composants de la vie, hein, de la matière vivante, et qui transmet en particulier l'énergie dans les cellules. Et avec ça, on libère aussi 6 molécules d'oxygène et on refabrique de la vapeur d'eau. C'est-à-dire l'eau, elle sert à fabriquer le glucose, mais après, on refabrique de l'eau. Ça, c'est le travail de la photosynthèse. Et puis, il y a un autre processus du vivant qui est quand le vivant meurt, les cellules du vivant, elles vont se décomposer. Il y a un certain nombre de micro-organismes qui vont intervenir, qui vont détruire le vivant, qui vont détruire les cellules, libérer leurs composants, en particulier le carbone, sous forme de carbone organique qui va former le l'humus dans le sol. C'est-à-dire le sol va se nourrir en humus. Et donc là, on a un cycle du vivant. Il y a un premier cycle qui est la création de la matière vivante avec la photosynthèse. Hein, la photosynthèse, soit dans les algues, soit dans l'herbe, on va dire, soit dans les arbres, et enfin dans tout ce qui contient de la chlorophylle. Et il y a le deuxième cycle du vivant, qui est le cycle de la destruction, mais qui, lui, va être aussi créateur, puisqu'il va recréer de l'humus sur lequel la nouvelle matière vivante va pouvoir renaître. Alors, les sols superficiels contiennent beaucoup de carbone, c'est-à-dire 1500 gigatonnes globalement pour la planète. Et la biomasse globale de la planète, c'est quand même 600 gigatonnes. Et actuellement, ça a tendance à diminuer. Je vais l'expliquer pourquoi. Et l'atmosphère en contient 800 gigatonnes. Donc c'est pour avoir une idée des proportions. Alors le cycle du carbone, c'est le cycle de la vie en fait. Hein. C'est le cycle de la vie. Et la vie, quand elle s'est installée, en fait, ce qui produit le plus de photosynthèse, c'est les arbres. Parce que les arbres, ils vont avoir plusieurs surfaces avec les feuilles. Il y a les branches superposées, les feuilles superposées. Et chaque surface de feuille, elle va pouvoir faire de la photosynthèse. Alors même si elle est un peu à l'ombre, elle est quand même éclairée. Et donc, il y a une multiplication des surfaces du photosynthèse sur un arbre. Et après, une prairie qui est en bon état et saine, elle va aussi faire de la photosynthèse pas si mal que ça, quoi, parce que l'herbe, ça a plusieurs surfaces aussi qui vont être capables de faire de la photosynthèse et de produire des éléments du vivant. Alors, le problème, c'est l'intervention de l'homme, parce que la forêt, à l'aube du néolithique, c'est 2/3 de la surface de la Terre. C'est-à-dire, vous imaginez toute l'Asie qui serait qu'une gigantesque forêt. Ça fait à peu près ça en proportion. En fait, le problème, c'est que l'homme a massivement déforesté. Alors, il a déforesté à certains moments pour faire des prairies à la place et élever des animaux, mais il a aussi déforesté pour faire toute l'agriculture. Puis maintenant, il fait pire, c'est-à-dire il déforeste pour faire des cultures qui vont servir à nourrir des animaux qui se nourrissaient avant dans les prairies. Mais sauf que ça nécessite encore plus de surface. Donc on déforeste encore plus que ce qui était nécessaire pour faire simplement de l'élevage. C'est-à-dire que maintenant, l'humanité est installée dans une spirale, en quelque sorte, de déforestation et de destruction des sols d'origine, et évidemment de destruction des équilibres d'origine, puisque la création d'oxygène et de vapeur d'eau,
puisque une forêt, non seulement elle produit de l'oxygène, mais aussi elle produit de la vapeur d'eau, puisque les arbres, les surfaces des arbres, c'est des surfaces de photosynthèse, mais c'est en même temps des surfaces d'évaporation, puisqu'il y a des stomates dans les feuilles qui évaporent. Et donc la production de vapeur d'eau diminue avec la déforestation. Alors je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure. Donc l'homme modifie toute une série d'équilibres qui étaient les équilibres du vivant, en particulier au niveau de la production d'oxygène, la production de matière vivante et la production de vapeur d'eau. Donc tout ça est en train de diminuer avec l'activité humaine. Alors, en plus, il y a une érosion des sols avec le surpâturage, avec le labour, avec l'absence de couverture permanente du sol, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des orages, des pluies abondantes, il y a une partie de pellicule du sol qui va disparaître, qui va être emportée dans les sédiments, et le sol va régulièrement s'appauvrir. Alors quand on prend par exemple l'agriculture romaine, là on va partir dans l'Antiquité. L'Antiquité, à Rome, il labourait. Et à la fin de la guerre contre les Phéniciens, les Romains se sont récupérés plein d'esclaves, puisque les populations vaincues, la règle c'était on fait des esclaves avec, c'est pratique, ils vont bosser pour nous. Et donc il y a eu d'importantes cultures sur des grandes surfaces qui se sont créées dans tout le Latium, la région de Rome, mais dans une bonne partie de l'Italie de l'époque, de la partie romaine de l'Empire. Et évidemment, comme on laboure et qu'il va y avoir des pluies importantes, il y a du sol qui va être emporté. Et alors c'est comme ça qu'Ostie, qui était le port de Rome, s'est retrouvé éloigné de la côte de 5 km à cause de tout ce qui avait été retiré dans les sols et qui a été emporté par les précipitations. Donc en fait, on est dans toute l'Antiquité, on va être dans cette situation où il y a des sols de culture qui vont se retrouver appauvris par le simple fait de faire de l'agriculture, de faire du labour, et par l'érosion des sols qui va être une érosion soit hydrique, je reviendrai dessus après, une érosion par le vent, une érosion par le vent, alors qui a créé des problèmes graves aux USA au moment des années 30, où il y a eu des tempêtes de sable qui ont érodé tous les sols du Middle West et où des centaines de milliers d'agriculteurs se sont retrouvés sans terre à cultiver puisque tout avait été emporté par le vent. Donc l'érosion des sols contribue beaucoup à la destruction des sols. Donc on est sur un système qui n'est pas stable, c'est-à-dire il l'est de moins en moins. Alors en plus, le taux de carbone avec l'agriculture actuelle va chuter dans les sols. Ça, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'en fait, on avait des agricultures dans le passé qui arrivaient avec les systèmes de polyculture-élevage, en combinant l'élevage qui va améliorer les sols avec les déjections des animaux, en particulier des vaches, qu'on produise pas mal. On arrive à reconstituer la matière organique des sols avec les bousses de vache, tout simplement. Et les autres animaux, avec le fumier de cheval, etc., qui étaient utilisés massivement dans l'agriculture traditionnelle. On avait aussi les rotations de culture, c'est-à-dire qu'on va avoir à certains moments des légumineuses, par exemple la luzerne. Alors la luzerne, elle a une propriété intéressante, c'est que ça sert à nourrir les animaux, mais ça sert aussi à redonner de l'azote au sol, parce qu'il y a toute une série de végétaux, en particulier toutes les légumineuses. Là-dedans, on a les pois, on a la vesque, on a des tas de choses qui sont des légumineuses, c'est-à-dire elles ont des nodules qui vont en symbiose avec les racines, s'accrocher dessus et produire de l'azote qu'elles vont donner aux plantes.
et qu'ils vont stocker dans les plantes. C'est-à-dire que quand on va faucher de la luzerne, on va en même temps faucher une plante riche en azote, et en même temps, on va avoir dans les racines qui vont mourir, se décomposer, on va avoir de l'azote aussi, et les nodules des légumineuses qui vont enrichir la terre en azote. Donc tout ça, c'était l'agriculture traditionnelle qui savait trouver de l'azote là où il existait, c'est-à-dire dans les plantes. Mais quand on va passer à l'agriculture chimique après la Deuxième Guerre mondiale, on va croire qu'il faut donner tout aux plantes de manière chimique. De manière chimique ou avec évidemment des manières organiques, c'est-à-dire on va donner de l'azote au sol autrement, on va leur donner du phosphore, etc. Toutes choses que la vie savait produire et savait donner aux plantes. Mais on va passer dans l'agriculture artificielle, quoi. Et le taux de carbone, du coup, va chuter dans les sols. Et aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, le taux de carbone actuel dans les sols, c'est à peu près 50% de ce qu'il y avait dans les années 50. C'est-à-dire l'humus va se raréfier, a été emporté souvent par le ruissellement, et le sol va de moins en moins bien absorber l'eau. C'est-à-dire l'humidité du sol, plus un sol est riche en carbone, plus il va avoir une capacité à stocker l'eau et plus il va avoir une capacité à l'infiltrer. Et donc on se retrouve avec des sols qui ne vont pas savoir infiltrer l'eau. Donc quand on a un orage, ils vont être emportés et ils ne vont pas avoir de capacité à stocker l'eau, c'est-à-dire que 1% de carbone en plus dans un sol, dans nos régions, c'est 190 000 litres de stockés par hectare, de stockables par hectare.